Preview de finale de conférence. Et alors ? Qui c'est qu'en finale de conférence ? Pardon, excusez-moi, ceci. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Alex a sorti la casquette. Je la mets pas par politesse, parce que je suis un garçon objectif, donc il n'y a pas de... Exactement, objectivité Il n'y a pas de parti pris ici dans cette preview. Alex, je veux juste être clair avec cette phrase. Ceci est la vidéo de la preview de la finale de conférence à l'Ouest entre les Suns et les Clippers. Une de ces deux équipes ira en finale NBA. On est où là ? Bah on est exactement où j'avais prédit qu'on serait dans mon bracket science-fiction à l'Ouest. Tout à fait. N'est-ce pas ? Suns Clippers. Voilà. C'est réglé. On est bon, hein ? C'était annoncé tout à fait. Et en parlant d'annoncer aussi, belle victoire des Clippers face au Jazz. As usual. As usual aussi. Tout le monde l'avait annoncé. Sauf que par contre, quand on a fait la preview Jazz Clippers, j'avais dit 4-2 Jazz. Mais ça, oui, voilà. Mais après, c'est l'histoire. Objectif. Ça, ça c'est coupé au montage. Ça, tout va bien. Évidemment, installez-vous tranquillou, fans des Suns, des Clippers et grands experts de la commu Trash Talk. On espère que vous allez bien entre les quelques doutes et quelques gouttes et quelques orages qui sont en train de tomber. On va faire la preview de cette finale de conférence. Oui, une équipe NBA entre Phoenix et Los Angeles. Les Clippers vont aller au final NBA. Premier match ce dimanche dans la soirée. Je crois que c'est un rare match à horaire français, un des derniers matchs à horaire français. Je crois que c'est le dernier, qu'il est à 21h30 dimanche et que c'est le dernier. J'ai vu Nico Bermond de la NBA nous tweeter ça. C'est ça. Je crois que c'est le dernier à un horaire comme ça européen. Ceci donc profitons-en. Exactement. Ceci ne veut pas dire qu'il sera commenté en direct. Ça, c'est une autre affaire. Non, on sera là en train de chacun vivre ce match en PLS et on aura d'autres petits matchs à vous commenter par la suite. Évidemment, beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine en NBA. On vous a fait des maxi apéros de 1 heure, de 2 heures. On se réveille. Kemba Walker, on se rendort. On se réveille. 25 points d'avance pour Utah, on se rendort. C'est absolument n'importe quoi. Donc, évidemment, avant que je te laisse le dance floor, Alex, on va faire plein d'apéros sur tous ces sujets. Mais putain, au fur et à mesure, au secours. Non, mais t'as raison. Il y a 2 jours, on a fait un apéro. C'est quoi ces 24 heures de folie ? On avait à peine coupé l'enregistrement. Et Karel qui se barrait. Et attends, quelques heures plus tard, premier trade de Brad Stevens. Alors, donc moi j'ai coaché Kemba Walker pendant 2 ans. Moi je peux vous dire un truc, c'est qu'il dégage. Voilà. Ça ne traînera pas plus longtemps dans le Massachusetts. Toutes ces affaires s'apprécient déjà en mode tu me vois mes mains, tu me vois plus. Je te reprends un pic de draft comme ça. T'as vu alors Ford ? Exactement, ouais. Je te le reprends. En plus cher, mais en moins bon. Allez hop. On aura l'occasion d'analyser évidemment ce transfert. On aura l'occasion, et ça c'est nettement moins drôle quand même, de parler en détail de la chute du Jazz. Ce n'est pas une preview Suns Jazz. Il y avait 2 partout dans cette série entre Jazz et Clippers. Victoire des Clippers 4-2. Énormément de choses à devoir discuter parce que ça va faire très mal cet été à Utah, Alex, quand même. Ah bah c'est clair que ça, ils menaient 2-0 dans cette série. Ils viennent de perdre le match 5 et le match 6 alors que Kawhi Leonard était blessé. Non, c'est chaud. Il est clair que même si, attention, Mike Conley, pour moi il n'a pas joué de la série. Ce Game 6 bien sûr. Voilà, ne vaut pas grand-chose de la part de Mike Conley. Et il y a des circonstances compréhensibles et atténuantes côté Jazz, mais il est impossible que ce choke ne laisse pas de grosses traces. Ah, ça c'est sûr. C'est impossible. Pour Quinn Snyder, pour Rudy Gobert qui a été exposé quand Donovan même salement Mitchell, sur la deuxième mi-temps de ce les role-players, Boyan. Parce que, non mais de toute façon j'allais le dire, c'est Donovan Mitchell sur une chute. Non mais c'est pour ça, qui t'a donné quand même quelques éléments pour ceux qui ont les couteaux aiguisés. Surtout Quinn Snyder, moi je trouve. Bien sûr, j'allais juste dire Alex qu'en effet, même si on va pouvoir en parler dans les détails, comme tu l'as dit, il y a du Quinn Snyder, il y a Rudy qui a pas fait le taf sur le terrain, il y a Donovan Mitchell qui jouait sur une jambe. Et kudos pour les Clippers, et c'est à ça que je voulais en venir évidemment, puisque nous sommes sur la preview des Clippers. La série est terminée, 50 ans sans participation au final de conférence, the streak is over. À niveau dynamique, les Clippers sont vraiment dans une très très bonne, dans un très bon rythme, dans un très bon tempo. Évidemment, attention, parce qu'ils ont perdu Kawhi quand même pendant la série. On ne sait pas trop, on n'a pas de news exact et tout, donc quand même, ça reste encore je peux pas dire que la dynamique est 100% good, tu vois, parce que tu perds ton meilleur joueur, donc c'est chaud. Non, c'est sûr. Mais en termes de groupe, en termes de mental, en termes de ce qu'ils viennent de nous montrer, en termes de next man up, t'as vu le jeu de mots ? Next man up ? Avec 2 N alors. Ouais, voilà, c'est ça.
vraie bonne dynamique de la part des Clippers, de Tyronn Lue, de Paul George, de Nico Batum, que j'ai trouvé très très bon la nuit dernière là, contre le Jazz. Et donc pour se permettre évidemment de mettre les bons timers, parce que sinon je suis dans la merde au moment de mettre la vidéo en ligne. Alors faisons les dynamiques. Je vais faire tout de suite le clap de la dynamique d'équipe. Vous les connaissez évidemment, hein, les petites séquences de ces previews. D'abord on va se faire justement la dynamique des deux équipes, Suns et Clippers, pas du tout les mêmes. Puis ensuite le point tactico-technique, vous le connaissez avec le hashtag. Il y aura le joueur à suivre, et ensuite le pronostico. Dynamique, Alex, tu en parlais à l'instant. Focus tout de suite sur les Clippers qui ont vraiment géré, parce que les Suns, on a le temps, on va rompicher gentiment. C'est énorme pour eux ce qu'ils ont réussi à réaliser alors qu'il y avait 2-2 dans la série, même 0-2 dans la série. Voilà, c'est ça, c'est énorme, c'est le bon mot. Ça fait 2 fois de suite, 2 séries de suite où ils sont menés 2-0 et ils reviennent au mental après s'être ajustés. Et ils pondent un ajustement auquel l'adversaire n'arrive pas lui-même à s'ajuster. Ce que dire que là, Rick Carlisle n'a pas trop réussi avec ses Mavs. Il me disait oui, il n'a pas le personnel. Maxi Kleber, Porzingis ne peuvent pas jouer contre le small ball. Le Jazz, qui est la meilleure équipe de régulière, était censé avoir des réponses collectives à donner. Ouais. Quinn Snyder ne les a pas trouvées. Les joueurs non plus. L'absence de Mike Conley, évidemment, c'est beaucoup vu. Mais il n'empêche que les Clippers, même quand ils perdent Kawhi Leonard, le groupe reste soudé. Ouais. Terrence Mann débarque dans le 5 majeur. On garde le small ball. Parce qu'il y avait la tentation Zubac, du coup, quand tu perds Kawhi et tout, pour garder un front de courte et tout. Mais non. Tyronn Lue, il a gardé son small ball. On s'applique à 3 points. On fait tourner le ballon. Enfin, franchement, je les ai trouvés très bons, moi, les Clippers. Ils font peur quand ils jouent comme ça. Ils ont été dans la continuité de quelque chose d'assez discret, parce qu'on a parlé des Lakers champions en titre et on se disait oui, bon, les Clippers... les playoffs vont encore arriver, on va voir, ça va galérer. Il y avait d'ailleurs 2-0 pour les Mavs au premier tour, mais ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont montré cette saison et avec ce groupe et avec Tyronn Lue, qu'on a souvent tabassé par le passé, mais qui mérite aussi ses éloges et ses louanges. C'est un groupe de vétérans qui a aussi une identité où on ne quitte pas, en fait, on ne va pas vraiment abandonner dans une série. Donc même face au Jazz, où tu es mené 0-2, où tu parviens à revenir, mais tu perds Kawhi Leonard, donc ça fait 2 balles déjà dans le chargeur du Jazz, quand tu mènes 2-0, et ensuite quand il y a 2-2 et que Kawhi Leonard n'est pas là, et que tu joues à domicile. Ils font un énorme Game 5, en effet, à Utah, avec ce dont on a parlé, avec Paul George, qui a été énorme avec Marcus Morris, avec Terrence Mann, avec Reggie Jackson et compagnie. Sur le Game 6, il y a quand même quelque chose d'assez dingue, et on en parlait en rigolant tout à l'heure en off, c'est que quand tu es à 75-50 quasiment à la mi-temps et que tu vois Jordan Clarkson faire le dingue avec Donovan Mitchell, tu ne te doutes pas une seule seconde que cette équipe solide quand même du Jazz jusqu'ici est capable de non seulement se faire renverser par un gamin qui a même pas encore de quoi acheter une bière aux States, et en plus avec un coach, parce que là c'est clairement comme tu l'as dit Quinn Snyder qui se fait outcoaché sur les ajustements en cours de match par Tyronn Lue. Tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont pris que des patates dans la gueule. C'est un gros choc du Jazz, mais qui est provoqué par l'abnégation des Clippers. Bien sûr. Quand Donovan Mitchell met le gros 3 en début de troisième quart, il y a plus 25. Ouais. Les Clippers continuent à jouer, ils cherchent, ils trouvent à 3 points, et ils font un petit run qui les ramène un peu, genre... je sais plus moi, 14 ou 15 ou un truc comme ça. Avec Terrence qui met dans le corner. Voilà. Le Jazz va remettre un petit coup et revenir à 21. Et là, les Clippers ne lâchent toujours pas. Et là, ils envoient un immense run de 17-0, je crois. Ouais, ils envoient un immense run. Un run qui est... J'aimerais bien dire que ce run est le fruit du gros taf de Paul George ou de machin ou tout. Non, c'est le fruit du taf de tout le monde en fait, du groupe. Ça se bat au rebond, ça joue les pitbulls sur les extérieurs, ça rentre tous les 3 points que ça veut. Attention, hein, hyper efficace. Ça repère une faiblesse dans la défense de Utah, c'est-à-dire la difficulté pour Rudy Gobert de venir close out vraiment dans le périmètre au corner. Ça insiste dessus. On en parlait dans la preview. Hein. Ça insiste dessus. Et en face, Quinn Snyder, il regarde. Il ne prend pas de temps mort, il ajuste rien du tout. Ok, il sort même Donovan Mitchell au milieu du run, Quinn Snyder, juste voilà, je prépare le débrief du Jazz. En tout cas, les Clippers ont exploité ça à fond.
Je veux dire, même Patrick Beverley, que j'ai énormément critiqué quand même ces derniers temps, putain, il a été clutch dans le 4e quart. Tu vois, donc c'est vraiment le groupe. Ah mais complètement, bon. c'est tout un effectif qui s'en sort. Après, évidemment, sur le cas, puisque tu fais notamment un teasing sur le débrief du Jazz, on aura l'occasion de distribuer les tartes à beaucoup de gens. Il y en aura aussi pour Rudy, évidemment, parce que sur la deuxième mi-temps, tu as l'impression que Terrence Mann, qui est vraiment un rookie qui débarque, gamin, il n'a pas d'expérience vraiment en NBA, il vient et il chahute Gobert, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mais quelque part aussi, les extérieurs du Jazz ont été complètement ridicules en couverture du premier dribble, c'est-à-dire que même toi, Alex, t'aurais pu baisser l'épaule et arriver dans la raquette. Pourquoi même moi ? Parce que même toi, je veux dire même moi. Notamment, mais t'as raison d'en parler, genre Reggie Jackson notamment s'est régalé. Complètement. Reggie Jackson a été très très bon, il a fait beaucoup de bons choix, mais c'est aussi à cause de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire il a fait ce qu'il voulait en fait en termes de liberté de mouvement, s'est baladé comme il voulait. T'avais pas trop le sentiment qu'il y avait de la résistance en face. Hop, le Jazz, on tire un trait. Merci Cancun, ou plutôt Salt Lake City. J'espère qu'ils aiment bien la région autour. Ce qui est sûr, c'est que maintenant les Clippers sont remplis d'émotions mais doivent vite enchaîner. C'est Rachel Nichols qui en parle en interview d'après-match sur le fait que les Clippers, tu viens de te qualifier en finale de conf et t'as enchaîné 2 tours avec un niveau d'émotion qui est à la fois rarissime et en même temps so Clippers. Et donc là, ça te mène directement à un déplacement à Phoenix pour les 2 premiers matchs. Alex bascule justement sur les Suns, même si le groupe Clippers est bien et qu'ils n'ont pas Kawhi, parce que tu as quand même perdu le meilleur joueur de ton équipe en attendant d'avoir des news. Côté Suns, on en a parlé, des incertitudes toujours autour de Chris Paul, dont on va avoir les updates d'ailleurs. Bon, enfin, il jouera pas le Game 1, hein. Oui, normalement. Ça, c'est déjà sûr, il a été testé positif. Hein. On avait dit que ce serait ce samedi, les updates Suns, je crois. Ouais, mais Gambadoro, il y a quand même eu un article dans mon journal de chevet, là, à l'Arizona Central. Voilà, il a été testé positif, malgré le fait qu'apparemment il était vacciné. Ouais. Donc c'est un cas très particulier, d'après ce que je comprends. Après, tu as raison, là au moment où on tourne, on n'a pas encore toutes les infos. Il est fort probable que dès qu'on est fini de tourner, il y ait les infos qui tombent. Bien sûr. As usual. Ouais. Donc oui, c'est relou. Les Suns vont démarrer la série sans Chris Paul et dans un premier temps sans réelle visibilité quant à son retour. C'est ça. Après, sauf si l'une des 2 équipes sweep l'autre, on devrait voir Chris Paul revenir dans cette série quand même. Bien sûr. Faut pas non plus dire que les Suns ne pourront pas avoir toute la série sans Chris Paul. C'est clair qu'au début de la série, tu vas pas pouvoir compter sur ton meneur. On en parlait dans la vidéo d'il y a 3 jours. C'est pas juste Chris Paul que tu perds, c'est pas juste l'expérience, c'est pas que le vice. C'est arguably, comme on aime dire, peut-être le meilleur joueur des playoffs au moment où on parle, c'est-à-dire au bout de 2 tours. Chris Paul faisait partie de la conversation des meilleurs joueurs de ces playoffs. Bien sûr. Côté Suns, de ta perspective, et notamment ceux qui ont vu les Suns évidemment ces derniers mois, mais aussi sur le premier tour, Phoenix a quand même montré que même quand Chris Paul n'est pas là, il y a une solidité de groupe et une espèce de rectitude dans l'exécution du plan de jeu qui est quand même assez intéressante et à observer sur la semaine qui vient là. En fait, oui. Effectivement, donc l'absence de Chris Paul va être très préjudiciable pour les Suns. Par contre, effectivement, les Suns ont montré qu'ils pouvaient jouer sans Chris Paul, qu'il peut se passer des choses quand même. Donc sans parler même de Devin Booker, tu as déjà Cameron Payne qui a montré par petites séquences, voire des fois par des séquences plus longues, que dans un style complètement différent de celui de Chris Paul, ça c'est sûr, c'est pas le même gestionnaire. Par contre, il est un peu plus rapide, il attaque le cercle, il apporte d'autres choses, tu vois. Il apporte un peu de folie, un peu de folie dans ce groupe des Suns qui... limite, j'allais dire presque en manque un peu parfois, mais enfin on va pas se plaindre, attention. Mais la discipline est toujours là, la défense sera là. Des Suns, on va avoir l'occasion d'en parler. Devin Booker sera là, DeAndre Ayton sera là, Jay Crowder, Michael Bridges. Enfin, les Suns. En fait, tiens, question, Bastien, tu penses que qui est le plus perdant au niveau blessure? Les Clippers sans Kawhi quand même par rapport aux Suns sans Chris Paul, ou c'est vraiment les Suns sans Chris Paul? Temps mort. On est d'accord. On est d'accord. J'adore Chris Paul. Il est extraordinaire. Mais pour répondre clairement à ta question, Kawhi Leonard, j'adore l'effectif des Clippers, mais on parle de Kawhi Leonard. Surtout que Chris Paul, potentiellement, il devrait revenir. Tout à fait. Alors que Kawhi, avec son genou, c'est pareil. Au moment où on parle, on n'a pas les infos précises. Tout le monde est. Mais enfin, ça pue. Ça pue. Non, mais tout le monde est kiné et virologue. Voilà. Voilà. Moi, je te dis, j'ai fait bac plus 10 en méniscologie et je te le dis, ça pue. Quand moi je plante la jambe comme ça, quand je la tire, tac,
Quand ça fait ça veut dire que je tiens. Non, ça va être chaud. Ça craint pour les Clippers, ça craint pour les Suns, mais quelque part un peu moins. Ça commence déjà à parler du rôle d'Etuan Moore, le mec il se tient prêt. Alors Etuan Moore c'est pas Chris Paul, attention, hein. Mais il va amener un peu de shooting, ils vont bricoler. Les Suns sont concentrés, les Suns sont reposés. Alors ils sont peut-être pas en rythme comme les Clippers, on verra ça dès le game mode. Par contre ils sont reposés les mecs, ils sont prêts. Donc je vois bien les Suns continuer dans la lignée de ce qu'ils ont fait à tout le monde pour l'instant en playoff, c'est grosse pression physique des deux côtés du terrain. Bien sûr. Qui rigole pas. Normalement, sur l'entrée de série, ça devrait aller. On le sait toujours, le Game 1, il est piège. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aborderont le match de ce dimanche avec un petit regard comme ça de côté, parce qu'on sait que les Game 1, où il y a ce changement de rythme, une équipe qui s'est beaucoup reposée et qui est à domicile, sans un de ses deux meilleurs joueurs. Face à une équipe qui a enchaîné. Une équipe qui a enchaîné et qui se dit genre... Déplacement à Phoenix, on vient de mener de 25 points contre l'équipe numéro 1 de la conférence Ouest. Donc si vous voulez, nous, tranquillou, on va vous envoyer Terrence Mann. Il va s'occuper de Devin Booker. Dans les dynamiques, en tout cas, c'est évidemment deux équipes très très différentes. Et il y a cette excitation quand même, parce qu'après on va parler tactique, terrain, joueurs à suivre et pronostics, mais il y a quand même cette excitation palpable et qui est dingue, Alex, au moment où on tourne cette vidéo, c'est que une de ces deux équipes va aller en finale NBA. Et le niveau de... tranquille, on va faire la preview déjà. Regarde-le. Non, mais parce que j'allais compléter ta phrase, regarde. Il y aura ou Chris Paul ou les Clippers en finale NBA. Ah mais bien sûr. Non mais il y aura Paul George, mais bien sûr. Tu sais que au début de la saison, c'était pas forcément une phrase si facile à poser. Mais au début de l'humanité, c'était pas facile à placer ce genre de phrase. C'est clair. On sent que pour les deux franchises, il y a énormément de hype, donc beaucoup évidemment d'attentes autour de cette série, plein de fans des Suns comme toi Alex qui ont hâte d'en découdre avec les Clippers, et plein de choses aussi à découvrir pour les Clippers qui se disent finale de conférence, Bouga c'est quoi? je découvre, je ne comprends pas ce que c'est. Donc bref, dites-nous ce que vous pensez des dynamiques de ces deux équipes. On va devoir sortir les 4 doigts, Alex. Les 4 doigts, je te laisse clapper. Ouais. Moi je fais les doigts. Allez, bam. C'est l'heure du point tactico-technique, le hashtag fidèle à... Le hashtag fidèle à Monsieur Didier Deschamps. Vas-y, tu peux en placer une. Vas-y, place-la. Je peux peut-être en placer une parce qu'apparemment, il faisait trop chaud et les supporters faisaient du bruit. Donc c'est pour ça qu'on a fait match nul avec la Hongrie. Moi je dis juste, laissez Grisou faire ce qu'il veut à 5h du matin. Ah mais je l'adore, c'est pas le sujet. Problème. Non, c'est juste ça me fait rire parce que ça sent, il est cramé, là il est en sortie de match, le journaliste lui tombe dessus et il dit ce qui lui passe par la tête. Mais bon, écoute, au niveau excuses, on a vu mieux. C'est ça. Et moi je laisserai évidemment Toinou à qui on fait des bisous en espérant mieux face au Portugal. Sur le point tactico-technique, vous le savez, on aime bien parler de foot, mais surtout de basket et faire semblant de s'y connaître. Qu'est-ce que vous allez regarder de très près sur cette série? À l'intérieur, extérieur, tir à 3 points, celui qui met le plus de paniers que l'autre. Alex, à toi la place. La capacité des Suns à jouer le small ball des Clippers, qui donc a fumé les Mavs, a posé des gros problèmes au Jazz. Et sans dire que le Jazz et les Suns sont les mêmes équipes, il y a des similitudes, notamment des pivots assez grands, costauds, dominants, défensivement, forts au rebond et tout ça. Je fais allusion bien sûr à DeAndre Ayton sans vouloir le comparer forcément dans tous les points à Rudy Gobert. Je pense que DeAndre Ayton défensivement a encore pas mal de choses à apprendre de Rudy Gobert, et je pense qu'offensivement c'est une moins bonne nouvelle que Rudy Gobert pour les Clippers, clairement. On est d'accord. Mais en attendant, je vois pas Tyronn Lue tellement changer de plan de jeu, surtout en l'absence de Kawhi. Là, il a trouvé son truc. Après, je peux me tromper, l'autre, il arrête pas de surprendre. Mais je le vois bien démarrer la série contre les Suns en mode small ball en se disant, c'est quoi ? Aux Suns de se démerder avec mon small ball. Ouais, puis moi, je vais voir. Bien sûr, une série est longue, de toute façon, en l'absence d'Ibaka, je pense pas qu'il ait tellement envie de faire beaucoup jouer Zubac face aux Suns. Enfin, moi, je veux bien qu'il fasse jouer Zubac. Non, ça va, t'inquiète. Moi, je suis assez chaud pour qu'il fasse jouer Zubac. Mais je pense pas, malheureusement, qu'il va beaucoup faire jouer Zubac. Donc, la capacité des Suns à jouer ce small ball va être très importante. En défense, d'abord. C'est-à-dire, les Suns l'ont montré contre les Nuggets. Bien défendre la ligne à 3 points. Contre ces Clippers, ça va être encore plus important que contre les Nuggets. C'est très important. Ayton a montré une capacité de close-out tout à fait satisfaisante. Et les autres extérieurs, les Mikal Bridges, les Crowder, même Booker, ou ces gars-là, ont montré de la belle discipline, à suivre leur gars dans les écrans, à switcher quand il fallait, à drop un peu sur certains gars. Enfin, vraiment un bon mélange de choix défensifs.
de temps en temps, tu es obligé de lâcher un peu des shoots, mais dans l'ensemble, il va falloir être très bon sur la ligne externe à 3 points. Si les Suns peuvent être vraiment en contest permanent, tu peux faire douter un peu ces Clippers. Si Terrence Mann en colle 39 au Jazz, c'est aussi parce qu'il en a eu beaucoup dans un fauteuil, où il a le temps de poser un petit dribble avant de prendre son tir, et au bout d'un moment, il est en feu le gars. Forcément, ça c'est clair. Voilà. Et bon... Sans parler de, bien évidemment, Paul George, qui va avoir beaucoup de ballons en main. On va lui envoyer du Mikal Bridges, du Torrey Craig. On va lui envoyer tout un peu de Jay Crowder, histoire de frotter les nez. Hâte de voir la petite confrontation entre Jay Crowder et Marcus Morris, personnellement. Voilà. Je te cache pas qu'il y a des cons. Le cercle des poètes disparus, Alexandre. Voilà, c'est ça. Sachant que le retour de Chris Paul, il pourrait comme ça croiser Rajon Rondo, son grand ami. Ça, c'est pareil aussi. Ça peut aussi être très sympa, même Devin Booker. Enfin bref. Donc la défense extérieure principalement, vu que là, du coup, vraiment, il joue très small ball. Le grand, c'est Paul George, limite, ou Nico Batum, en gros, quoi, et Marcus Morris, quoi. Donc c'est pas vraiment des grands. C'est des joueurs de 2m03, quoi, ces gars-là. C'est des 6'8", quoi. 6, ouais. Donc voilà, les Suns sont plus grands. Les Suns jouent aussi plus vite et sont capables de plus courir aussi que ce Jazz. Donc, ils ont des choses à faire de l'autre côté du terrain. C'est là où j'en viens aussi à le small ball. Il faut savoir le défendre, il faut s'appliquer à être fort sur les tirs extérieurs. Et après... Les Suns ont montré contre les Nuggets qu'ils savaient repérer des failles et les exploiter. Bonjour Michael Porter Jr., quand tu as. Par exemple, là, quand tu affrontes ce small ball des Clippers et que dans le premier match, voire les premiers matchs, tu n'auras pas Chris Paul, probablement plusieurs matchs, Chris Paul. Donc quand même, Chris Paul, pour nourrir un DeAndre Ayton, par exemple, c'est quand même bien pratique, tu vois. Et DeAndre Ayton, on a envie qu'il soit nourri face à... Je sais pas, ça va être qui? Ils vont envoyer qui sur DeAndre Ayton? Ils vont envoyer Nico Batum? Marcus Morris? Peut-être. Des gens comme ça, s'ils sont en small ball. Bon, ce sont des gars qui, malgré toute leur qualité défensive, ne pourront rien faire si DeAndre Ayton reçoit des balles un peu bas. Franchement, ils ne pourront pas faire grand-chose. Ou dans les airs. Ou dans les airs si ça roule, enfin voilà, tout ça. Ensuite... on a vu que Donovan Mitchell a fait très mal à cette défense des Clippers avec des gros shoots et aussi par quelques drives, parce que comme ils n'ont pas trop de protection de cercle, les arrières un peu rapides, dribbleurs, qui sont un peu smooth comme ça, un peu crafty, ils peuvent faire très mal à la défense des Clippers. Salut Devin Booker. Donc il va falloir, du côté de Monty Williams, trouver assez rapidement des bons angles d'attaque sur ce small ball et les exploiter à fond en espérant que les mecs sur qui tu comptes fassent le boulot. C'est-à-dire que là, Tyronn Lue, lui, il a misé sur Terrence Mann, bam, c'est tout rentré. Je sais pas, si les Clippers font des choix un peu chelous, genre, Mikal Bridges, il a des tirs ouverts, on préfère protéger sur Ayton. Il va falloir que Mikal Bridges, par exemple, rentre ses tirs. Ou Jay Crowder, tu vois, ce genre de gars. Il y a... Je sais pas ce que t'en penses, toi, de ces deux angles-là sur le small ball. Si, totalement. En fait, je pense notamment certains observateurs des Clippers, notamment pendant la fin de la série du Jazz et en anticipation potentielle d'une série face aux Suns, disaient le client n'est pas du tout le même parce que c'est la série des 6-8. Comme tu le dis, c'est-à-dire qu'on est sur une série où on a vu qu'une des failles qui a été exploitée par les Clippers, ça a été cette incapacité défensive du premier rideau à avoir vraiment cette ténacité, cette capacité physique défensive que possèdent les Suns. C'est-à-dire que quand on voit la construction des Suns, il y a des joueurs, Jay Crowder, Cam Johnson, Mikal Bridges, qui sont longs, mobiles, capables de défendre sur plusieurs postes et qui sont relous. Ce ne seront donc plus les mêmes lignes de pénétration pour les Clippers. Ça va être hyper relou pour eux. Et donc du coup, de l'autre côté, pareil, si c'était sympa parfois de contester, certes, les shoots de Bogdanovic et Jordan Clarkson, c'est pas les mêmes cuts, lignes de fond, qu'on vient de voir sur le round précédent de Mikal Bridges, de garçons qui sont capables de trouver leurs espaces, ou du moins les espaces qui leur sont accordés, plutôt que les zones de confort dans lesquelles ils sont. C'est vrai, tout à fait. Donc voilà, pour moi, pour les Suns, la réussite dans cette série est très tactique. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, ils ont, en l'absence de Kawhi Leonard,
instantanément les Suns prennent un peu l'avantage en termes techniques et tout. Tu vois, il y aurait eu Kawhi, ce serait quand même une autre ambiance. Non, mais là, en l'absence potentielle, toute la série, potentiellement, on ne sait pas encore, on n'a pas d'infos, donc on ne sait pas. Mais on va voir, a priori, il ne sera pas là pour le Game 1, déjà, ça c'est quasi acté. Ils vont le jouer au match par match, clairement. Ouais, c'est ça. Donc on verra on ne sait pas ce qu'il a exactement au genou, mais on verra. Mais en tout cas, tant qu'il n'est pas là, les Suns doivent en profiter et faire jouer leurs avantages techniques offensifs. Et ça va passer par de l'agressivité. Il va falloir agresser ce small ball. Il va falloir l'empêcher de prendre trop confiance sur les 3 points. Donc, même si tu laisses des lignes de drive, il va falloir quand même être là pour sortir et faire les bons contests. Ouais. Là-dessus, le Jazz s'est fait exploser. Ils ont encaissé énormément de points, le Jazz. Je pense que tous les matchs qui se joueront sous les 105 points sont pour les Suns. Tous. Écoute, j'espère que je vais pas me porter la poisse. Bien sûr. Mais vraiment, je pense vraiment, parce que les Clippers ont besoin du rythme, ils ont besoin d'espace. Et d'ailleurs, les matchs où ils battent le Jazz, c'est des matchs à gros scoring de la part des Clippers. C'est ce que j'allais dire, c'est que notamment c'est quand on laisse la confiance aux Clippers que du coup tu te fais sanctionner, que tu donnes à des gars qui sont initialement pas attendus à mettre leurs 20, 25 ou même 39 points, les mettre. Il y a un peu cette phrase c'est pas le jamais 203, mais justement la question se pose, c'est que Porzingis s'est retrouvé au tribunal de la NBA et des fans en fin de premier tour, après les Clippers. Tiens, il y a l'orage qui fait les siennes. Ah bah là, moi ça tape chez moi. Thunder, pareil, Thunder, t'inquiète. Deuxième tour, on se posait la question pendant la preview et j'étais bien content que Tyronn Lue exploite justement ça sur la difficulté de coverage de Rudy Gobert sur les joueurs extérieurs et donc avec des Clippers qui passent. Je pensais absolument pas sur ce scénario, mais donc un deuxième pivot de renommée qui se fait exposer au tribunal de la NBA et des fans. Est-ce que DeAndre Ayton va se retrouver dans cette même situation ? Personnellement, par rapport à ce point-là que tu mentionnes, je trouve que je suis beaucoup plus optimiste pour les Suns, notamment parce que ils n'ont pas tout à fait la même ligne extérieure en termes de premier rideau, quoi. Ouais, et aussi un autre point, moi je crois que Monty Williams est capable de faire j'espère, de faire. Tu sais quoi, DeAndre, désolé, mon pote. Exactement. Ou au mieux, allez, toi, Saric. Ouais, voilà, bien sûr. Tu vois, quand même un gars un peu plus mobile, quoi, on va dire. Un peu moins grand, évidemment. Du coup, t'as plus du tout les mêmes protections de cercle. Mais moi, je crois que Monty Williams, si ça commence à trop puer, il est capable de faire ça. Je suis bien d'accord. Carrément foutre du Torrey Craig, ou je sais pas, ou mettre du Cam Johnson avec Crowder et Bridges. J'en sais rien. Enfin, bref. En tout cas, il y a des joueurs. Et j'espère bien, d'ailleurs, que si DeAndre Ayton se fait complètement exposer par le small ball des Clippers, j'espère bien que Monty sera capable de faire des choix. Monty va faire des choix. Ce sera à surveiller, bien évidemment. Toi, tu avais quelque chose à nous... bien sûr, tu sais. Au niveau tactico-technique, pardon. J'ai essayé de faire mes quelques fiches. Je reprends un peu le thème qui a été discuté, notamment ces derniers jours sur la planète basket, et Dieu sait s'il s'avère réel. On en a parlé en long et en large avec les déclarations de LeBron et de certains joueurs aussi. On est dans le dernier carré, donc on va voir enfin quelles sont les équipes dont le management a le mieux construit son équipe et qui a la plus grosse profondeur de banc. Déjà de base, quand on arrive en finale de conférence, les piles sont bien déchargées et on peut avoir des joueurs blessés. À peine la série elle a commencé qu'on a déjà un scénario qui pourrait s'avérer complètement dingue. Est-ce que Kawhi revient ou pas ? Pas sûr, plutôt pas sûr. Chris Paul y revient, ouais, mais quand ? On ne sait pas. Donc, dès le début de la série, il y a des garçons qui vont devoir step up. On sait très bien que Paul George va essayer de faire le travail avec Nico Batum, avec Reggie Jackson, avec Marcus Morris, et qu'en face, Devin Booker, Michael Bridges, Jay Crowder, ils vont forcément faire le boulot eux aussi. Mais sur ton banc, qui c'est qui va faire la différence ? À partir du moment où on parle demain d'un Game 1, si ça se trouve, ton meneur titulaire, c'est Cameron Payne. Et il y a même de très fortes chances pour que ce soit le cas. Cameron Payne devrait être le meneur titulaire des Suns pour un début de finale de conférence. Très bien, donc c'est pas qu'une question de Cameron Payne qui va être titulaire, c'est derrière, lorsque Monty Williams est censé compter sur Cameron Payne en sortie de banc, qui va être l'Energizer. Toutes les rotations sont décalées et donc tous les recrutements qui ont été faits en octobre, en novembre et en décembre, et les petits ajustements, Torrey Craig, que vous avez chopé en scred avec Milwaukee, merci, bonjour, etc. Ce sont des ajustements qui ont été faits pour ce genre de moment. C'est-à-dire, si on arrive à ce niveau de la compétition et que le côté aléatoire de la NBA nous impose de devoir nous ajuster, est-ce qu'on a l'effectif qui est fait pour ? Je t'en parlais juste tout à l'heure en off avant qu'on démarre la preview.
Au moment où on parle, demain soir, il y aura un Game 7 entre les Hawks et les Sixers. Je fais juste un tout petit aparté. J'adore mes Hawks, je pense que tu es d'accord avec moi Alex, cette série ne dure pas aussi longtemps si Atlanta n'a pas un banc d'une telle profondeur. C'est-à-dire que les titulaires de Philly... Lou Williams et Gallinari, ce qu'ils leur ont fait là... Et Okongwu et tous les gars, enfin ça on en reparlera, mais c'est bien sûr. Okongwu super, mais Lou Williams et Gallinari là, bien sûr. T'as de l'expérience et du talent tout de suite sur le banc, quoi. C'est ça, et donc on voit que plus on va loin dans la saison, surtout dans une saison aussi exceptionnelle et aussi exténuante, plus on voit la profondeur des effectifs. Donc attention, ça commence à chafouiner aussi pour les Nets et pour les Bucks. Et qui va ramper jusqu'à une arrivée ? Là, j'ai pas forcément besoin de parler de fatigue physique parce que tu as parlé tout à l'heure du rythme des Clippers qui sont du coup dans un enchaînement émotionnel assez positif, même s'il va y avoir de la fatigue. Après, ça peut jouer. Ça peut jouer, tout à fait. Mais les Suns, eux aussi, ont eu un petit peu de temps pour pouvoir se reposer. Bon, j'ai l'impression d'équilibrer les choses. Tu vois, du côté des deux franchises. Je me dis, c'est des avantages. Non, mais ça peut jouer. C'est-à-dire, s'il devait y avoir du manque de rythme, ça serait plus côté Suns. Et s'il devait y avoir un peu plus de fatigue, ce serait côté Clippers. C'est ça. Donc, si je dis pas de bêtises, non seulement ils se seront moins reposés, mais en plus, ils ont joué 3 matchs de plus que les Suns depuis le début des playoffs. Exactement. Vous avez gagné, vous avez joué 12 matchs. Non. Nous, on en a joué 10, les Suns. 4-2, 4-0. Oui, 4-2, 4-0, c'est ça. Alors qu'en face, ils ont 4-3, 4-2. Ils en ont joué 13. Ouais, donc, côté Suns, tu démarres la série avec un Cameron Payne qui va devoir ajuster. Donc, tu parlais des toits de mort. Donc, il y a des garçons qui vont sortir du lot et qui vont devoir être bons. Si ça se trouve, tu parlais là de Dario Saric. On n'en a absolument pas parlé depuis. Je me permets, on n'a quand même absolument pas parlé depuis le début de ces playoffs de Dario Saric et de Frank Kaminsky, ou alors vraiment avec des micro-pincettes. Là, si ça se trouve, soudainement, ta série, tu la démarres et ils deviennent déterminants. Ah bah c'est clair, ça se trouve les minutes de Dario Saric elles vont être plus longues que prévu parce que le small ball nous fait archi chier. Et comme je te dis, Monty il dit bon désolé dit André mais là voilà. C'est ça. T'inquiète pas, en finale contre les Bucks ou contre les Hawks. Contre les Hawks. En finale contre les Hawks de Clint Capella, là tu vas pouvoir pouvoir le sortir vers l'extérieur. Mais donc pour enchaîner sur ça, c'est que autant je parle côté Suns, autant évidemment côté Clippers. Tu le disais en rigolant, ce sont les potentielles retrouvailles entre Rajon Rondo et Chris Paul. Ça veut donc dire aussi que l'ajustement qui a été fait par les Clippers en scred, à la deadline, tenez Atlanta, on vous reprend Rondo, on vous file Lou Williams, tout le monde il est content. Et bien on va peut-être avoir Rajon Rondo qui est présent à ce moment-là. Peut-être que tu seras content d'avoir justement cette fois, Tyronn Lue, capable de s'ajuster dans les séries, Luke Kennard. Il y a des garçons qui vont devoir contribuer. Et donc même si j'attends les stars, il pourrait y avoir des hausses et des baisses de performance. Parce qu'on sait qu'il va y avoir un Paul George game et puis suivi par quelques incompréhensions, etc. Mais qui va avoir le banc qui produit le plus ? Je pense, perso, qu'au-delà des titulaires, l'équipe qui aura le banc le plus productif, et donc l'équipe la plus profonde, ira en finale NBA. Okay. Je sais pas ce que t'en penses. Non, je pense effectivement que le banc et même la profondeur qui te donne des possibilités d'ajustement en fait. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, ça va être un paramètre très important vu les blessés. Ouais, je suis d'accord. Donc dites-nous évidemment vous ce que vous allez observer sur le tactico-technique. Je crois qu'on va devoir sortir les jumelles. Alex, tu es prêt ? Allez, bam. Boum, on est sur le joueur à surveiller. Dans cette série, il y a toujours un garçon qui va attirer un petit peu plus notre attention que les autres. Il y en a plein dans cette série. On va en parler en large. Alex, qui est ton joueur à surveiller ? Monsieur Devin Booker, je sais pas si tu connais. Armani. Ouais. Tu sais quoi ? Franchement, on va voir. Mais Chris Paul, a priori positif, selon Gambadoro et l'Arizona Central, positif au Covid depuis donc. Nous sommes samedi depuis plusieurs jours maintenant. 5 jours, 5-6 jours. Ouais, c'est ça, 5-6 jours, mais donc il y en a encore peut-être 8-10 quoi. 8-10 jours, ça fait 3-4 matchs ça. Ouais. Bah si on doit jouer 3-4 matchs sans Devin Booker côté Suns, sans Chris Paul côté Suns, bah le usage rate de Devin Booker, j'aime bien le mouvement de balle. J'aime bien Jay Crowder, tout ça, Michael Bridges et ça roule Elton, Campaign et tout ce que tu veux, tout ça, mais je veux bien que le usage rate de Devin Booker il monte en flèche. Bien sûr. Surtout qu'il n'y a pas Kawhi. Alors c'est pas que Paul George ou justement Terrence Mann ou d'autres gars peuvent pas défendre Devin Booker, c'est juste qu'il n'y a pas Kawhi. Et quand on voit les sauces que Devin Booker a été capable de mettre aux Clippers déjà, alors qu'il y avait du Kawhi, du Paul George et tout sur lui, on sait que Devin Booker est un joueur qui fait partie de cette caste de joueurs offensifs hallucinante. Le défenseur, le défenseur peut le gêner et tout, mais dans l'absolu, Devin Booker peut manger un peu n'importe quel type de défenseur. En plus,
avec la saison régulière qui vient de passer aux côtés de Chris Paul et les débuts de playoffs, il n'a pas trop forcé encore Devin Booker. Il est sorti de sa boîte, là, au moment où il fallait, il a fait hop, on peut fermer les Lakers. Ah bah tiens, allez, mettre 47 points moins. Center, voilà. C'est la maison. Ouais, c'est bien ça. Ça fait plaisir. Et contre les Nuggets, il n'a pas eu à énormément forcer son talent. Le collectif Suns a vraiment fait la différence. Il a été bon, Devin Booker, mais sans donner l'impression non plus de devoir forcer. Il a juste été intelligent, beaucoup battu au rebond et tout. Non, bien sûr. Là, absence de Chris Paul, je veux bien un Devin Booker qui sorte le costume de patron, là. Le costume de... Tu sais quoi, tiens, bouge pas. Hop, de début de match, impliquer tout le monde. S'il doit prendre des tirs, il laisse le jeu venir à lui. Il va forcément... Je veux dire, dans le scouting report de Tyronn Lue, il n'y a pas Chris Paul. Alors qu'est-ce que... Ah bah tiens, Devin Booker, c'est sûr. Tu vois, ça va être le mot qu'ils ont le plus à la bouche. Ça va être le mot Devin Booker. Donc il est prêt, il faut qu'il soit prêt pour ça. Et là, il a la plus belle scène de sa jeune carrière pour exprimer son talent et montrer une bonne fois pour toutes à tout le monde du basket, genre bonjour, voilà, c'est moi. Je peux dominer une série. C'est possible. Là, les Suns vont en avoir besoin. Donc c'est le joueur que je vais le plus suivre parce que je pense que effectivement, Paul George va aller sur lui, Marcus Morris, ils vont tout switcher, ils vont être en mode switch all, ils vont pas vouloir drop pour éviter de lui laisser les petits shoots à mi-distance qu'il affectionne. Enfin, je pense, après on verra ce qui va se passer. Dès qu'ils vont foutre Zubac sur le terrain, s'il y a Booker, à mon avis, ça va être ciblé direct. L'autre, il va pas pouvoir passer plus de 4 minutes par match sur le terrain, ça me paraît compliqué. Tu vois, tout ça va être très tactique. On va voir comment ils vont le prendre, ils vont essayer de lui mettre du Beverley pour lui rentrer dans la tête, mais j'y crois pas. Tu vois, ce genre de choses. Donc, oui, Devin Booker va avoir un rôle crucial. Tonton Chris va pas être là pendant plusieurs matchs. Faut que le jeune prenne ses responsabilités. Voilà. Non, bien sûr. Mon joueur à suivre. C'est la plateforme rêvée pour Devin Booker. Il peut faire d'ailleurs quelque chose qu'on voit rarement. Évidemment, c'est le travail de tout un collectif, mais d'avoir ce genre de news où tu as Chris Paul qui est absent et d'avoir Devin Booker à emmener les Suns en finale NBA pour ses premiers playoffs. Look out. Parce que pour l'instant, ces premiers playoffs, je crois qu'on peut dire que ça va. C'est honnête. C'est plutôt propre. C'est plutôt propre. J'ai envie de faire ça. Ouais. Ah non, mais attends, Trae Young est extraordinaire. Non, mais je fais ça parce que vraiment, les playoffs de Devin Booker, c'est comme ça aussi. Les nouveaux, là. Ouais, mais ça, quand tu fais ça, ça fait penser à Trae Young. Ouais, tu sais. Devin Booker, faut t'allonger les bras comme ça si tu veux faire Devin Booker. Tu vois, voilà. Ça rappellera des bons souvenirs à nos amis les Clippers, d'ailleurs. Bien sûr. Donc, oui, voilà, c'est mon joueur à suivre. Il a le talent. Maintenant, ça va jouer aussi dans la tête, ça va jouer aussi dans les choix, va pas falloir forcer, va falloir prendre ce que la défense te laisse et tout. Enfin, voilà, va falloir faire une série de patrons. Je suis bien d'accord. Devin Booker a surveillé de très près. Évidemment, j'égalise et je surenchéris avec Paul George. Il y avait plein de garçons dont j'hésitais à parler parce que on l'a dit, il y a des retrouvailles entre Chris Paul et Rajon Rondo potentiellement, ça peut être génial. Il y a Marcus Morris a porté un maillot orange et violet, si je dis pas de bêtises, en début de carrière. Tu parles. Bon, non mais n'empêche que c'est quelque chose. À mon avis, Marcus Morris, Markieff, il va avoir ses places au premier rang, il va être le premier à dire. Ils vont être les premiers à dire viens, on va régler 2-3 comptes. Je ne serais pas étonné. Mais je pars sur Paul George. Je pars évidemment sur Paul George pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, pardon. Déjà, pour ceux qui le savent, on aime bien dans les dynamiques des équipes parfois parler de ce qui s'est passé en saison hier. C'était une saison particulière, c'était des match-ups qui étaient différentes. Mais alors Paul George, quand il a affronté les Suns cette saison, il a été sale de fou. Il a été encore meilleur que Kawhi et que n'importe quel autre joueur des Clippers. Donc il a été très très fort. Oui, t'allais dire ? En fait, le truc, c'est que Mikal Bridges a toujours bien motivé face à Kawhi. Il fait souvent des très grands matchs défensifs face à Kawhi. Et du coup, ça laisse pas mal d'espace à l'ami Polo qui se retrouve défendu plus sur du Devin Booker ou du Jay Crowder qui a un peu moins la bonne mobilité et tout. Donc, mais t'as raison, Paul George, il aime bien les Suns. Quand il voit du cactus, l'autre, ça y est, là, il commence à chauffer. Et du coup, c'est mon joueur de la série parce que pour plusieurs raisons. Déjà, la première dans la série, les responsabilités sont énormes. Il a lui aussi une magnifique plateforme qui est devant lui quand même. Les Clippers sont
en finale de conférence pour la première fois depuis 50 ans en fait, depuis leur existence limite. Ah non mais si c'est Paul George qui emmène les Clippers en finale NBA, et si Paul George emmène les Clippers en finale NBA, bon, au-delà de tout ce qui est narration, etc., il y a une double mission hyper importante, c'est qu'on parlait de la santé des joueurs, et Paul George, j'ai l'impression, est vraiment là à 100% et dans une espèce de dynamique que je trouve excellente. On en parlait avant ce week-end dans le petit apéro qu'on a fait. Je pense qu'il est aussi important parfois de prendre des moments qui ne sont pas prévus pour, et je sais qu'on est censé être dans le focus du joueur, on va en parler techniquement parlant, mais on a tendance à dire les Clippers sont en finale de conférence, et Kawhi est blessé, et Rudy a été exposé, Donovan Mitchell et Quinn Snyder, etc. C'est énorme ce qu'a fait Paul George sur les 2 derniers matchs des Clippers. C'est énormissime. Son Game 5 est monstrueux. Le Game 5 est complètement dingue. Le Game 6 est à un niveau d'ajustement que je trouve excellent. C'est-à-dire non, mais bien sûr. Énergie, rebond, il a donné de ouf. Ah mais bien sûr. C'est-à-dire qu'il a été, dans les moments cruciaux, il a vraiment été très très bon. Il a été dans la création pour créer les hockey assists, c'est-à-dire les passes pour Nicolas Batum qui la donne à Terrence Mann ou pour Pat Beverley. J'ai adoré aussi l'attitude qu'il a eue dans les 2 matchs. C'est un Paul George qui est juste différent, alors que pourtant il y avait des gars avec qui il avait des comptes à régler, Joe Ingles et le Jazz, il y avait eu 2-3 choses à OKC. Et donc, je voulais juste profiter déjà de ce créneau pour dire, putain, il y a peu de joueurs dont on s'est autant foutu de la gueule que Paul George. Non mais t'as raison, playoff. On a dit playoff P, on a dit pandemic P, et là c'était vraiment patron P quoi. Genre vraiment, Paul George, il fait du très très sale. Et honnêtement, sur cette finale de conf, quand on a un Paul George autant en forme, qui est responsabilisé, qui quelque part a déjà fait son travail. Enfin, je veux dire, Paul George, là, s'il s'incline face aux Suns, bon, bah, qu'est-ce que tu veux ? Chris Paul ou pas ? Ça sera dur de lui tomber dessus, il faudra voir la manière, mais ça sera dur de lui tomber dessus, je suis d'accord. Kawhi ne sera pas là, l'équipe est mieux classée, a fait une meilleure série régulière, donc je pense que Paul George a une espèce de pression qui est moindre par rapport aux séries précédentes, où il y avait de la pression avec Luka Doncic, où il y avait des choses à régler avec le Jazz. C'est une série qui peut être assez exceptionnelle de la part de Paul George, des 2 côtés du terrain. C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'attaque, mais pas que le scoring. Il va y avoir évidemment de la création. Il va y avoir des fautes à provoquer, des lancers, des joueurs à mettre dans la pénalité parce que le premier rideau défensif des Suns est très très fort. Besoin de lui au rebond aussi. Parce Exactement, que quand tu joues small ball, t'as besoin de la qualité au rebond de Paul George, de Nico Batum, de Marcus Morris. Mais... Il y aura peut-être tout à fait des situations où Paul George est obligé d'être en rotation en ailier fort pivot. Et donc il devra faire le travail au rebond et au contre et interception et venir avec Nico pour vraiment faire le travail de son côté du terrain. Il y a quelque chose qui me fascine avec Paul George depuis 3-4 jours, évidemment depuis le début des playoffs, mais là vraiment ce qu'il a fait, on n'en parle pas assez. Et sur cette série, je serais vraiment ravi que ce mec-là nous fasse une série exceptionnelle, même s'il perd, parce que, il a mérité les claques qu'on lui a mis, mais quel joueur. Putain, quel joueur. Il est trop beau à voir jouer quand il est chaud, c'est merveilleux de le revoir concentré. J'ai même pas envie de reparler de sa blessure à Vegas il y a quelques années, mais je suis content en fait de le voir en finale de conférence avec ses Clippers parce que je crois qu'on pourrait voir une très très belle série de sa part. Non, surtout qu'en plus ça avait mal démarré, il avait fait un match absolument crado au tir et tout, c'était limite, je me disais, on était là, on s'inquiétait déjà, on se disait, bien sûr. Playoff P, s'il y a de retour et tout ça là, Pandemic P ou je sais pas quoi, enfin tous les surnoms y passaient, et là effectivement il ferme les bouches, il assume son talent, il se comporte comme un patron, on lui enlève Kawhi Leonard, il envoie un match de cinglé. C'est un match de cinglé, son match 5. Et son match 6, ça se voit un peu moins statistiquement parlant. Je veux dire, c'est un match très bon statistiquement, mais genre, voilà. Mais pas dans le seul, l'énergie, l'envie. S'il y a ce Paul George là, c'est un problème pour les Suns. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que, à mon avis, toi, quand t'as vu Paul George la jouer sur le dernier match, merde! C'est pas le Paul George qu'on a envie d'affronter. Les 2 derniers matchs, j'aurais bien aimé que le Jazz les gagne en fait. Voilà, exactement. Mais quand tu vois ce Paul George là, tu te dis putain merde, c'est le Paul George de OKC qui est relou quoi. Et puis quand tu vois leur adresse à 3 points et tout, non mais c'est relou hein. Donc à suivre de très très près. Et pour la parenthèse, pour finir sur Paul George, j'ai complètement adoré les propos qu'il a tenus après le match. Pareil on l'a exposé devant le fait que Kawhi n'était pas là, que Terrence Mann venait de faire des dingueries. Il a dit putain, je crois tellement en ce groupe, il me responsabilise énormément. Et oui, tous les gars de cette équipe sont capables de faire des grandes choses. Bref, il y a peut-être un step qui est passé pour Paul George à surveiller entre Devin Booker et lui. Ça va être complètement dingo quand même. 2 grands joueurs face à face, 2 bonnes équipes, très bonnes équipes face à face, 2 coachs qui ont montré des belles choses depuis le début des playoffs, parce qu'on s'est foutu de la gueule de Tyronn Lue aussi, mais pop. L'autre, il fait des vrais choix, puis ça marche quoi, puis ça gagne quoi. C'est que grâce à LeBron, comment dire. Non, pas que. Ça, il l'a lancé. Tout à fait.
Est-ce que tu es prêt pour la section finale ? Bien sûr, toujours. Alex, il est prêt, je le vois avec le sourire mesquin. Vous le savez, c'est l'heure du pronostic time. Pronostico, Alex, pendant que je te laisse prendre tes notes, je rappelle évidemment aux gens de quoi il s'agit. Le pronostic time, c'est tout simplement quelques secondes pour donner le pronostic, ou plutôt, comme on aime le dire ici, ce qui va se passer à l'avenir, quelques explications. Et ensuite, c'est dans la pocket. Alex, le terrain est à toi. Qui ira en finale NBA ? Les Suns. Tu sais que je croyais pas la sortir, celle-là. Hein. Ouais. Avec Score. Kawhi, j'aurais probablement pronostiqué les Clippers. Sans Kawhi, après peut-être qu'il va revenir au bout de 2 matchs et tout, machin, on verra. Puis il n'y a pas Chris Paul, tout ça. Il y a des paramètres qui ont changé, qui risquent de changer en cours de série. Mais quand même, Suns 4-2. Suns 4-2. Je pense que le repos, là, des Suns et la grande et longue préparation qu'ils ont eue va peser à partir du Game 3 ou du Game 4. Tu vois ce que je veux dire ? À moins que la série aille très très vite pour les Clippers ou très très vite pour les Suns, mais j'en doute. Je vois des équipes quand même qui sont fortes mentalement et donc qui vont se rendre des coups. Donc le repos, la variété des options. Tu as parlé des bancs, j'ai quand même l'impression que c'est un poil plus limité en l'absence de Kawhi pour Tyronn Lue que ça ne l'est pour Monty Williams, même en l'absence de Chris Paul. C'est quand même un petit peu l'impression que j'ai. Et parce que là, quand tu mets Terrence Mann titulaire, t'as quoi de vraiment utile sur ton banc face aux Suns ? T'as Rajon Rondo, Kennard. Beverley, il faudra voir s'il est titu. Faudra voir, Beverley éventuellement. T'as 8 joueurs max, on est d'accord. Je trouve que côté Suns, t'as encore Torrey Craig, Dario Saric, Cam Johnson, tu vois, genre pourquoi pas Etuan Moore, genre, et sans compter que Chris Paul est censé revenir, alors que je suis un peu plus inquiet pour Kawhi aussi. J'avoue que ça influe dans mon pronostic. Donc ouais, je mets du 4-2 Suns. Les Suns ont... Les Clippers ont montré des capacités d'ajustement impressionnantes et du gros mental. Paul George peut être le meilleur joueur de cette série. Je n'ai pas de problème à dire ça. Mais je pense que la meilleure équipe, c'est les Suns. Et je pense que ça va encore une fois se voir sur cette série. D'autant plus qu'il n'y a pas Kawhi. Enfin, qu'il n'y a pas Kawhi, au moins au début. En fonction de comment évolue son genou. Mais nul doute que les Suns sauront appuyer là où ça fait mal une fois qu'ils auront trouvé. Donc 4-2 Suns de mon côté. Je mets les Suns en finale NBA. Pop. On attend tes Hawks. Tranquille. Personne n'est prêt. S'il y a Suns Hawks en finale, attention. Non, mais... Avec ce genre de parcours de playoff. Faut que je me farcisse déjà les Sixers en Game 7 chez eux. Et après, tu veux que je tabasse les Nets ou les Bucks ? Ouais. Pourquoi ? Qui a peur ? Je sais pas, John Collins. Allez. Non, même pas. Non, évidemment. T'as quoi, toi ? C'est quoi ton pronostic ? T'avais déjà... Au tour d'avant, j'avais dit Jazz, t'avais Ouais, t'avais dit Clippers. Ouais. Après, il est clair que le scénario, de toute façon, personne ne l'avait. Mais je vais me permettre une entorse. D'habitude, c'est toi qui le fais, mais cette fois, c'est moi qui vais le faire. Au moment où on tourne cette série, cette preview, 4-1 Suns. Ouf. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Je pense que Phoenix a très bien vu là ce qui s'était passé avec le Comme Jazz. Ça, quoi. Après tu sais, tu as des 4-1. Enfin, je veux dire, tous les scénarios sont possibles et imaginables. Ouais, enfin, quand même. Tout à fait, mais tu peux avoir. Enfin, je veux dire, vous n'allez absolument pas être impressionné par le fait d'aller au Staples Center et de vous déplacer. Je pense que vous l'avez montré, vous en venez, vous avez fait putain, et je connais ce plafond-là, ça me dit quelque chose. Enfin, ça ne va pas vous faire peur. À domicile, vous avez peut-être un des publics les plus dingues. Et surtout, je pense que Utah vous a servi de parfaite session vidéo. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? De comment ne pas laisser les Clippers bien jouer. C'est-à-dire que défensivement, je pense que vous allez apporter quelque chose de totalement différent que le Jazz. Totalement différent. Ah oui. Pour des Clippers. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des match-ups qui ont vraiment été à l'avantage des Clippers. La capacité des Clippers à revenir dans les séries, je trouve ça formidable. Ils l'ont fait une fois, ils l'ont fait 2 fois. Stop. Le bus s'arrête là. Tu as été mené 2 fois 2-0 dans la série. Tu ne vas pas revenir de 2-0 ou de même de 3-0 face aux Suns. Il n'est pas sûr que les Suns mènent. Et tout à fait, mais je veux dire par là, même s'il y a 3-0, tu vas être là genre, oh les Clippers, non. Je pense que vraiment, au moment, c'est pour ça que je parle au moment où on parle, il y a plus de chances, je pense que tu es d'accord, pour que Chris Paul revienne plutôt que Kawhi. Oui, je pense. Et donc, oui. Dans ce scénario-là, je vois beaucoup plus les Suns, donc un peu plus au complet, un peu plus frais, qui se sont moins donnés sur les 2 tours précédents, avec certes une belle capacité d'ajustement de Tyronn Lue,
mais avec une intelligence de jeu, je trouve que vous avez en série, qui me semble nettement supérieure à celle des Clippers. Ils se sont très bien ajustés, mais je trouve qu'il y a eu vraiment des erreurs que vous n'allez pas reproduire, en fait, que le Jazz a faites. Je pense pas que vous lâchez des leads de 25 points, vous, par exemple, tu vois. En tout cas, c'est pas le genre de la probable. Maison, vu ce qu'on vient de voir. C'est un peu moins probable. Disons qu'il va y avoir des tartes qui vont partir avant. Je pense que Jay Crowder, il va péter un câble avant, il va faire haut. Tout à fait. Ce rideau défensif sur les extérieurs, que j'ai trouvé exécrable côté Jazz, me semble tellement opposé et différent avec vous. C'est-à-dire que vous êtes même capable de dire, vas-y, Reggie Jackson nous casse les couilles, Torrey Craig. Vas-y, Marcus Morris nous saoule, Jay Crowder. Je pense que vous avez plus de profondeur. Ouais, ça je suis d'accord. L'avantage du terrain. Oui, ça c'est... Plus de fraîcheur, plus d'effectifs profonds. Un effectif qui, au moment où on parle, pourrait être un peu plus complet en attendant de voir ce qui se passe avec Kawhi. Donc je mets 4-1. Je suis capable de mettre 4-1 pour les Suns, honnêtement. Maintenant, quand je disais que je faisais une entorse, c'est que j'espère vraiment pour toi que Kawhi ne va pas jouer de la série. Bah bien sûr. Parce que s'il revient, je pense que j'en donne 7 et après démerde-toi. Ouais, non mais attends, il est clair que moi d'ailleurs dans mon bracket science-fiction, ma finale de conf Suns Clippers, j'avais mis Clippers. Depuis, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. Chris Paul a le Covid, Kawhi visiblement a un genou qui est niqué. Et les Suns ont fait les playoffs qu'ils ont fait pendant que les Sixers faisaient les playoffs, les Clippers faisaient les playoffs qu'ils faisaient. Et t'es obligé de t'adapter en cours de route. Donc là, aujourd'hui, je mets les Suns et je prends bien évidemment en compte le genou de Kawhi, qui, comme tu l'as dit, Chris Paul, a priori, va revenir. On verra dans quel état il sera, parce qu'il faut faire gaffe, les conséquences du Covid ne sont pas anodines. Hein. Non, mais quand même, Kawhi, il vient de rater 2 matchs, il avait le genou enflé, on nous a sorti des infos comme quoi il y avait un souci de ACL, on nous a pas dit quoi. On nous a pas dit déchirure, rupture, on nous l'aurait dit, je pense. Mais déchirure, même si c'est une petite déchirure, ouais, franchement... les mecs, les méniscologues de Twitter te le diront, quoi. C'est au moins 3-4 semaines, tu vois. Normalement, sauf si t'es Joel Embiid et que je sais pas quoi, après évidemment c'est pas les mêmes blessures. Voilà, on verra. Ça se trouve Kawhi va jouer un peu, est-ce qu'il sera à 100% et comment il sera et tout. On va voir tout ça. Ouais. On a vu plusieurs joueurs, on a vu d'ailleurs les Suns, on a vu Anthony Davis essayer de forcer, ça lui a pas porté chance. On a vu Mike Conley essayer de forcer un petit peu, on peut pas dire que ça lui ait porté chance. Non, bien sûr. Donc... En l'état actuel des choses, je vois les Suns. Toi, tu vois carrément les Suns défoncer les Clippers. Écoute, ma foi. Non, après, je dis 4-1. Tu me diras où il faut que je signe. Hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après, tu sais, 4-1, j'ai vu ta réaction. Il y a aussi des séries parfois où il y a 4-1 et tu te dis, genre, merde, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, t'as eu 2 énormes matchs au Staples Center et où en fait, les matchs étaient serrés et ça se joue à pas grand-chose. Ce que je pense juste, c'est que vraiment, les Clippers, sur la physionomie, ils ont affronté une première équipe au premier tour où ils s'en sont sortis in extremis face à un effectif qui était nettement moins bon et où il a fallu une dinguerie sur un Game 6 de Kawhi Leonard. Ils se sont déplacés ensuite à Utah, où je suis désolé, Alex, je vais le dire très clairement, et c'est pas parce que Utah est en vacances, mais qui est la meilleure équipe de basket entre Phoenix et Utah ? Non. Sur ces playoffs, c'est Phoenix. Sur la saison même. Enfin, je veux dire, j'aime bien la saison régulière de Utah, ok, mais juste, Alex, on les regardait, on se disait qui était la meilleure équipe derrière une fois que vous aviez passé les Lakers. On a parlé tous les deux. On a dit à partir du moment où vous passez les Lakers, qui vous fait flipper ? Ouais, non, c'était les Clippers. C'était les Clippers. Donc c'est la seule franchise. Et du coup, je trouve que les Clippers sont sortis in extremis face à Utah. Je ne crois pas que ça passera face aux Suns. Après, oui, ça se trouve, ça va être 4-3. Et je serai le premier à dire, waouh, incroyable, encore les ajustements de Tyronn Lue et quelle série de Paul George. Ouais, ça se trouve, demain, il va y avoir Kawhi sur le terrain, surtout. Et tout à fait. C'est en mode surprise. C'est pour ça que si les Clippers continuent à jouer un petit peu au détective privé en mode, oui, on leak les infos, mais vraiment toutes les demi-heures, pour essayer de foutre la transmission. Ils sont bons à ça, les Clippers. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on va rien dire aux Suns, comme ça ils vont pas pouvoir planifier la présence au nom de Kawhi. Moi, juste, je dis, s'il y a Kawhi, il y en a 7. S'il est pas là, il y en a 5. Mais s'il y en a 7, qui les gagne ? Qui gagne ? Parce que là, là, tu fais un truc de Normand un peu, là. Non, j'adore les Normands, attention. Non. S'il y en a 7, oui, c'est pour les Clippers. D'accord. Tu penses que les Suns, ils gagnent pas un Game 7 à la maison ? Avec Chris Paul face aux Clippers, tout ça. D'accord. Il y a 4 jours, on disait, tu penses pas que Utah qui mène de 25 points au Staples sans Kawhi, Ouais. Ok.
Les Suns seront en finale NBA, nous sommes d'accord là-dessus. Belle série, quand même, je pense, ça peut être. C'est génial. Et puis surtout, fraîcheur. Fraîcheur de vivre. Suns et Clippers en finale de conf. Qui ira en finale NBA ? Deux équipes, en tout cas, ce sont deux équipes qui n'ont pas de bague. L'une des deux va aller en finale pour tenter son coup. Incroyable. Et s'incliner contre la conférence S, si ça se trouve. On verra. C'est pas impossible. C'est pas impossible, tout à fait. Évidemment, on vous attend dans les commentaires. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette série ? Quels sont les joueurs que vous attendez ? Votre point tactico-technique et surtout votre pronostic. On va screener tout ça pour le ressortir dans 2 semaines. Alex, le mot de la fin, je te laisse. Le mot de la fin, c'est vive les Suns. Voilà, avec une belle casquette. N'hésitez pas à aller checker Alex pendant les 2 prochaines semaines. Ça va se transpirer très très fort dans la rédac de Trash Talk. On vous fait des bisous. On vous souhaite un très bon week-end et à très vite pour le Game 1 de dimanche soir entre Suns et Clippers. Ciao.